Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour un nouveau cours de poésie française pour ce premier semestre de 2020. Euh, notre sujet aujourd'hui, ce sont le manifeste en tant que genre littéraire. On parlera de la préhistoire de ce genre littéraire. Euh, on essayera de construire une définition de manifeste et je vous donnerai aussi quelques possibilités d'analyse des textes manifestaires. On commence donc avec une discussion de l'article sur la préhistoire du manifeste littéraire de 1500 à 1828 de Daniel Chouinard, un article qui a été publié en 1980, mais qui est encore aujourd'hui bien actuel pour cette discussion. On peut dire, selon Daniel Chouinard, que le manifeste littéraire connaît depuis un siècle, on va dire aujourd'hui, une fortune bien éclatante. Il jouit d'un grand prestige et désigne une forme indéfinie, un acte extra-littéraire, parce que le manifeste ne sont pas de la littérature en tant que telle. Oui, ce sont des textes extra-littéraires. Et une forme indéfinie parce que nous ne pouvons pas définir une forme bien précise. Et on peut même dire, selon Daniel Chouinard, que le manifeste est un état d'esprit, en quelque sorte. Et étudier le manifeste, c'est glisser inévitablement vers une analyse des contenus, comme si sa nature de texte d'idées oblitérait ou effacerait le dynamisme de sa forme. Ça, c'est quelque chose d'intéressant de cet article de Daniel Chouinard, parce que il met les contenus en avant exactement avec les critères de définition du manifeste, mais on verra encore aujourd'hui que nous avons d'autres aspects formels à mettre en évidence du manifeste. Et donc, selon Daniel Chouinard, nous avons ici six aspects de définition de manifeste. Donc, le manifeste est le porteur d'un message, c'est-à-dire c'est un texte qui nous apporte un message spécifique, qu'il soit politique, esthétique ou philosophique. Deux, le manifeste existe en fonction d'un environnement sociopolitique. Donc, il est construit, il est publié, il est écrit dans une condition sociopolitique spécifique. Il répond à des aspects sociopolitiques, ou il est une réponse à des aspects sociopolitiques. Le manifeste 3 se réfère à une action concrète parce que même s'il est un texte, c'est-à-dire qu'il est un texte d'action. Il veut faire un changement concret dans le monde, soit dans les conceptions de la littérature ou dans des postures philosophiques, par exemple, ou même politiques. Ouais. On peut même penser au manifeste communiste, par exemple, qui proposait un changement de régime. Ouais. Le quatrième aspect ici apporté par Daniel Chouinard, c'est que le manifeste a une dimension collective parce que normalement les manifestes ils représentent la posture ou les idées d'un groupe, pas d'un individu. D'où cette dimension collective du manifeste. Le cinquième point, c'est que le manifeste se définit par sa publication. Donc, c'est un texte qui doit être publié et diffusé pour avoir un effet, pour qu'il ait un effet sur la société. Et le sixième point, c'est que le manifeste possède un certain degré de violence verbale. On va voir en détail un peu le pourquoi, le pourquoi de cette existence de la violence verbale dans les textes manifestaires. Et pour finir, selon Daniel Chouinard, on ne rencontre pas l'appellation manifeste chez les écrivains antérieurs
à Marinetti, le poète futuriste, celui qui a écrit et publié le manifeste futuriste. Parce que, exactement parce que le texte ici de Daniel Chouinard nous montre cette préhistoire du terme manifeste littéraire. Parce qu'il n'existait pas ou il n'était pas utilisé en tant que tel avant les avant-gardes du début du XXe siècle. Donc, tous les textes antérieurs aux avant-gardes du XXe siècle, ils étaient des préfaces, des déclarations, des proclamations, surtout du XIXe siècle. S'ils sont nommés de manifestes, ils sont nommés par assimilation rétrospective. Cela veut dire que c'est a posteriori qu'on leur donne les noms de manifestes. C'est qu'ils font volontiers les recueils des textes théoriques du romantisme au symbolisme. On verra ça plus tard. Mais ce sont des textes qui sont nommés des manifestes a posteriori. Mais le mot, ce qui est intéressant de ce texte de Daniel Chouinard, c'est que le substantif manifeste, il existe depuis 1500. Il est emprunté de l'italien, mais il était utilisé dans des contextes différents, normalement liés à la politique internationale. Cela voulait dire normalement la manifestation de guerre. Donc le manifeste, c'était une manifestation, une déclaration de guerre. Okay. Nous passons maintenant à l'article, la notion de manifeste. C'est un article plus récent d'Anna Boschetti. Et la contribution d'Anna Boschetti est consacrée à la notion de manifeste elle-même. Le but de l'auteur, d'Anna Boschetti, n'est pas de proposer une définition essentielle, une définition d'essence, mais de mettre au point les conditions de possibilité et les fonctions des textes désignés comme manifestes. Et cela grâce à une mise en contexte historique. Donc, nous avons dans cet article une mise en contexte historique et aussi la présentation des conditions de possibilité et des fonctions de texte qu'on considère ou désignées comme des manifestes. Le manifeste est donc, selon Anna Boschetti, le prototype d'une manière nouvelle de concevoir et de pratiquer la littérature. Et il fonctionne comme un lien, un lien étroit entre prise de parole publique et lutte de pouvoir symbolique. Des prises de parole publiques parce qu'on veut disputer les espaces dans le débat public et des luttes pour le pouvoir symbolique parce qu'on est dans les domaines culturels ici. Le manifeste cesse donc d'être une prérogative du pouvoir en place parce qu'on vient de parler de la préhistoire du manifeste, donc il était une prérogative tout au début du pouvoir en place de manifestation des opinions publiques, des opinions publiques. Ouais. Et il devient un instrument d'une cause, d'où le souci de légitimation combiné avec la contestation et la polémique. Donc, on va utiliser dans les manifestes la contestation et la polémique justement pour contredire le pouvoir en place. Le pouvoir en place, qu'il soit politique, philosophique ou esthétique. Si on pense aux avant-gardes du XXe siècle, on veut justement changer la conception des littératures. Donc, on rencontre une importance attribuée à la réflexion formelle et stylistique, même par un texte politique, étant donné la conscience du pouvoir de faire voir et faire croire. Donc, il y a une dimension publicitaire qui apporte quelque chose de formel et stylistique dans les textes manifestaires. Même si ces textes manifestaires, comme le manifeste du Parti communiste, ce sont des textes d'idées, purement d'idées. Donc il y a un aspect formel à être considéré aussi. Selon Anna Boschetti,
tout manifeste apporte une vision évolutionniste de l'histoire propre au domaine esthétique, à une invocation du droit et du devoir d'innover comme loi inscrite dans le devenir historique. Cela veut dire que cette vision évolutionniste de l'histoire, appliquée à l'art et à la littérature, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber, on va laisser de côté euh, les modèles esthétiques du passé, de l'Antiquité classique par exemple, et on va faire de l'innovation, on va innover sur les plans littéraires et artistiques. Il y a donc un antagonisme structurel dans cette posture parce que les entrants, ceux qui arrivent, obtiennent leur reconnaissance en se démarquant des anciens modèles. Ça, c'est clair. Mais il y a un autre principe de légitimation, difficile à lutter contre ou à faire face. C'est la perfection des modèles. On pense que toujours les modèles du passé sont parfaits et difficiles à changer. Donc, les changements dans l'art basés sur les principes selon lesquels l'art doit changer car la société change. Donc, nous avons ici une idée totalement nouvelle. On considère que la société change, donc les règles de l'art ou la forme de l'art doit changer aussi pour accompagner l'évolution de la société. Donc, le manifeste littéraire comme instrument de lutte entre artistes lié à la concurrence, c'est-à-dire que dans cette dispute, on veut dire de modèles, de nouveaux modèles euh, artistiques, il y a une concurrence entre artistes qui apportent les meilleurs nouveaux modèles, on pourrait dire comme ça. Donc c'est un moyen par lequel, cette concurrence est un moyen par lequel l'artiste ou le groupe dont il appartient, auquel il appartient, cherche à renforcer leur position en obtenant la reconnaissance de ses pairs et du public cultivé. Hein. Et donc, à partir de 1870, la diffusion des manifestes est favorisée par l'imprimerie et la presse quotidienne. Et jusqu'à Marinetti, le poète futuriste qu'on va étudier, la plupart des textes manifestaires sont désignés comme tels rétrospectivement, comme nous avons vu avec Daniel Schulnach dans la diapo précédente. Pour les auteurs revendiquant l'autonomie de l'art, les manifestes étaient une manière d'expliquer et de défendre leur conception de littérature. Donc le texte manifestaire, le manifeste, était un espace textuel d'explication et de défense d'une conception de littérature. Ils le faisaient, les écrivains qui écrivaient les manifestes, le faisaient en utilisant les intentions et les moyens de la publicité commerciale. Oui, de la publicité commerciale. Ce qui entraîne une transgression de la frontière invisible entre l'art et le marché. C'est-à-dire que nous avons une dimension publicitaire dans la pratique du manifeste. Et nous avons donc une transformation d'une pratique en un genre littéraire. C'est-à-dire que cette pratique de contestation, elle deviendra un genre littéraire. Et par contre, l'inflation des d'ismes, de futurisme, surréalisme, cubisme, contribue à routiniser et à rendre inefficaces ces pratiques. Parce que si le manifeste tout au début a une pratique de choc, de transgression, des scandales, la routinisation, rendre une routine, ça fait perdre l'effet, perdre la valeur. Et les manifestes, ça, pour finir avec Anna Boschetti, les réflexions d'Anna Boschetti, c'est important de dire que le manifeste n'est pas un privilège des avant-gardes, car il est un instrument qu'on peut mettre au service de n'importe quel programme. C'est-à-dire que le manifeste
pas toujours un instrument d'innovation de bonnes idées ou d'apport de bonnes idées. Cela veut dire que le manifeste peut être aussi l'instrument des idées du passé rétrograde, passéiste, on peut dire. Ici, avec José Luis Diaz, dans son texte Manifeste et scandale littéraire, nous avons quatre dimensions pour définir le manifeste. Selon Diaz, le manifeste se définit d'abord par sa nature éditoriale, parce que c'est un texte relativement bref, publié dans un journal, une revue, une brochure, mais souvent d'abord sous forme de préface. On va parler ensuite de cette différence entre les manifestes et la préface. Bon. Mais une autre dimension de la définition de manifeste euh, donnée par Diaz, c'est la dimension collective, c'est-à-dire que le manifeste exprime le programme d'un groupe littéraire ou artistique. Le troisième point apporté par Diaz, c'est la nature réflexive, parce que le manifeste formule une esthétique nouvelle, s'appuyant souvent sur toute une vision du monde en rupture. Ici, c'est cette idée dont nous venons de parler du manifeste comme rupture. Et ce n'est pas toujours qu'un manifeste représente une rupture. Cela dit, nous avons le quatrième aspect de Diaz, qui est la visée pragmatique. Le manifeste est un texte de combat qui cherche à donner une visibilité à un nouveau drapeau, à une nouvelle idée, mais a aussi pour fonction d'assembler, de réunir le groupe des novateurs, appelés à unir, à s'unir derrière une même croyance, une même idée, une même conception de littérature. Et donc, encore, selon Diaz, la nature médiatique des manifestes est rarement avouée par leurs promoteurs, par ceux qui écrivent et diffusent les manifestes. Si on croit à ces promoteurs des manifestes, leur intervention dans les manifestes se situe au niveau des principes, des idées, des théories. Mais elle se légitime par la pertinence d'une réflexion collective qui est novatrice et qui intervient dans les champs esthético-culturels et non par son caractère polémique ou publicitaire. Ça, c'est l'idée des écrivains et des signataires de manifestes. Mais si on regarde du côté de la réception, l'activisme manifestaire est souvent mis au nombre des procédés publicitaires destinés à déclencher la curiosité au même titre que certains scandales artistiques ou littéraires dont on imagine qu'ils sont mis en scène pour susciter l'intérêt. C'est-à-dire que quand on provoque le scandale social ou artistique, on le fait justement pour attirer l'intérêt du public. L'article d'Éric Brun que nous avons ici, il fait une espèce de résumé de tout ce que nous venons de voir. Donc, surtout les trois premiers aspects ou les trois premiers points. Les non-manifestes servent alors souvent pour qualifier rétroactivement un écrit comme annonciateur d'une tendance artistique et contenant son programme. Ça, c'est déjà dit. Le deuxième point, dans le premier quart du XXe siècle, les avant-gardes historiques parachèvent ou terminent la codification complète, la codification du genre, le genre manifeste, et le manifeste se repère par une tonalité subversive ou polémique et par l'emploi d'énoncés impératifs. Énoncés impératifs, ce sont les énoncés qui nous disent ce qu'il faut faire. Oui, comme nous avons les temps verbal impératifs. Le troisième point, dans les cadres des champs littéraires et artistiques, la pratique du manifeste prend
en plus une connotation de rupture. Et le manifeste se fait métadiscours, c'est-à-dire un discours sur les discours, un métadiscours prophétique sur l'histoire et le devenir des arts. Ça, c'est plus ou moins déjà expliqué dans les diapos précédentes. Mais peut-être l'aspect euh, nouveau de ce texte d'Éric Brun, c'est qu'à partir des années 1980, alors que les grandes prophéties révolutionnaires entrent en crise, la publication des manifestes est souvent considérée comme une pratique en voie de disparition ou anachronique, parce que c'est une pratique qui ne trouve plus de place dans notre nouvelle société à partir des années 80 du XXe siècle. Jean-Marie Glaise, dans cet article de 1980, manifeste préface sur quelques aspects du prescriptif, il nous apporte une comparaison intéressante entre manifeste et préface. Comme je vous ai dit tout à l'heure, manifeste et préface, ce sont des textes extra-littéraires qui ne sont pas littéraires en tant que tels ou stricto sensus. Par contre, ce sont des textes en quelque sorte théoriques sur la littérature. Donc, pour Jean-Marie Blaise, le manifeste est plutôt un geste, un acte, plus qu'un genre. Ça, c'est une conception d'une certaine façon datée qui a comme base une conception un peu pragmatique de la linguistique, on pourrait dire. Mais c'est vrai que le manifeste est un texte performatif. Et comme ça, on dit un geste, un acte, plus qu'un genre littéraire. Parce que ce n'est pas un genre littéraire, parce qu'il y a quelques problèmes de forme. Mais même les problèmes de forme ne sont pas suffisants pour renier la possibilité de le concevoir comme un genre. Donc, si pour Jean-Marie Glaise, ce n'est pas vraiment un genre, nous, on peut considérer le manifeste aujourd'hui comme un genre littéraire. La préface, par contre, a quelque chose à voir avec la pratique du manifeste en ce qu'elle est travaillée par un désir de théorie. Un désir de théorie. Cela veut dire que nous avons une intention dans ce genre de texte de théoriser sur la littérature. Donc, une autre question intéressante, c'est que selon Jean-Marie Glaise, tout manifeste est une préface, en ce sens qu'il sert de préface générale à un ensemble d'œuvres possibles. Parce que la préface est un texte normalement dans l'introduction d'un livre qui nous prépare à lire, qui nous guide pour la lecture qu'on va faire. Donc, c'est un texte, la préface, c'est un texte qui vise à la préparation de la lecture d'un certain ouvrage. Et Jean-Marie Glaise considère donc que le manifeste, c'est une espèce de préface générale qui peut être considéré comme la préface d'un ensemble d'œuvres, comme si on considère le manifeste surréaliste comme la préface de toutes les œuvres surréalistes, parce que la manifeste surréaliste prépare à la lecture de toute œuvre surréaliste. Et donc, euh, c'est important aussi, selon Jean-Marie Blaise, de voir que tout d'abord, le manifeste est tendanciellement un discours à la première personne du pluriel. Nous avons déjà parlé de l'aspect collectif du manifeste. Donc, on utilise formellement assez souvent le nous au lieu du je euh, dans ces genres de textes. Et tandis que la préface vise la consommation-réception du texte déjà écrit, c'est-à-dire on fait la préface d'un texte qui est déjà écrit, le manifeste vise la production d'un texte à venir, d'où l'aspect de programme de ce texte manifestaire. Le manifeste, c'est une espèce de programme. Comment il faut écrire à partir
de l'art, une espèce de poétique. Ce sont les règles d'écriture à venir. Ouais. Il finit, Jean-Marie Glaise, avec cette idée que préface et manifeste, ce sont des énoncés généalogiques, parce qu'ils écrivent l'histoire de la littérature. Comme ils ont cet aspect un peu théorique, ce sont, euh, c'est c'est plutôt une théorie qui vise à une construction de la littérature, de la construction historique de la littérature. Et pour finir, je vous apporte ici le texte de Claude Abastado, un texte de référence aussi, dont le titre est L'introduction à l'analyse des manifestes. Parce qu'il nous donne ici quelques outils plutôt pratiques pour l'analyse des manifestes. Donc, il dira, par exemple, que le terme manifeste s'applique à des textes souvent brefs, publiés en brochure ou dans un journal ou une revue au nom d'un mouvement politique, philosophique, littéraire ou artistique. Nous avons déjà vu ça. Mais ce qui est important à retenir, c'est que souvent, ce sont des textes brefs et publiés dans la presse. Donc ça, ce sont l'aspect d'être un texte bref, c'est un aspect formel. Et on peut dire que le fait d'être publié dans un journal ou une revue, c'est un aspect socio-culturel en quelque sorte. Le deuxième point apporté par Claude Abastado, c'est qu'un manifeste affiche un savoir théorique ou pratique. Ça, c'est important parce que ce n'est pas seulement une idée, mais la théorie, mais aussi une pratique, une façon de le faire. Donc, il affiche un savoir théorique ou pratique, proclame une croyance philosophique, esthétique ou une ligne politique et a toujours une propension didactique. Cela veut dire qu'il va nous expliquer en détail comment il faut le faire. Le troisième point, c'est un aspect et un produit reçu comme acte de parole, comme texte de rupture et de fondation. Donc, cette idée de acte de parole, c'est cette idée de la linguistique, de l'annonce qu'on fait, c'est déjà un acte. Ouais, c'est du discours, mais c'est en même temps un acte. Le manifeste comme texte des ruptures et des fondations en même temps, c'est parce qu'il veut rompre avec un modèle du passé qui n'est plus accepté, et c'est un acte de fondation parce qu'il fonde la nouvelle façon de faire la littérature. Et les manifestes sont un acte fondateur d'un sujet collectif, mais non institutionnel. Collectif, nous avons déjà vu parce que assez souvent, le manifeste représente un groupe, ou un cénacle, ou un secte, peu importe. Mais c'est assez souvent un groupe. Mais non institutionnel parce que si il y a ce côté de rupture, c'est-à-dire que l'institutionnalisation de ce groupe n'est pas encore achevée, n'est pas encore terminée. Donc, c'est un sujet collectif, mais qui n'est pas encore institutionnel. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, on considère le surréalisme comme un groupe institutionnel dans le champ littéraire. Mais à l'époque de la publication du manifeste surréaliste, ce n'était pas le cas. La quête d'identité et de désir d'être reconnu motive aussi la violence polémique des manifestes. Donc, la violence qui choque, elle fait partie de cette quête, de cette recherche d'identité et de ce désir d'être reconnu. On va essayer d'attirer l'intérêt et l'attention des gens à partir d'une certaine violence polémique. Polémique parce que cette violence, ce qu'elle veut, c'est justement attirer l'attention. Hein. L'écriture manifestaire déconstruit les modèles canoniques, nous avons déjà vu ça, parce que cette idée de rupture se fait à partir de la déconstruction ou destruction des modèles canoniques. Les modèles canoniques, ce sont les modèles établis par les systèmes présents du moment. Peut-être l'aspect le plus intéressant apporté par Claude Abastado, c'est cette
tendance de l'écriture manifestaire d'être à la théâtralisation des idées par un traitement spécial de l'appareil d'énonciation. Cette théâtralisation des idées, c'est une espèce de performance qu'on fait des idées dans l'espace ou dans l'espace ou dans la sphère publique. Cette théâtralisation, ça se fait par exemple à partir de la violence. Et ça se fait d'une certaine façon comme une performance publique. Les idées performent dans l'espace public. Et ça donne ces caractères ou cette apparence de théâtralisation de cet aspect. Et voilà, on arrive à la fin de ce cours sur les genres littéraires et manifestes. J'espère que ce soit clair. Et sinon, on verra les questions dans notre prochain cours. Merci beaucoup.